La parole désormais va être à Benoît Foucambert, donc syndicaliste enseignant et dirigeant du Front syndical de classe. Merci Fanny. Je commence avec pas mal d'émotion dans la voix, j'imagine, puisque je veux dédier, si je peux me permettre, cette prise de parole à notre camarade Bernard Parquet, dont tu as parlé tout à l'heure, Fadi, qui est pour moi l'exemple type du militant ouvrier de grande valeur. C'était un lignard EDF, c'était un syndicaliste CGT, membre du PCF puis du PRCF. Il a travaillé à la commission lutte du PRCF d'ailleurs, en y mettant beaucoup d'énergie. Il était aussi un des membres fondateurs et un des dirigeants du Front syndical de classe. Donc voilà, je voulais, la larme à l'œil, saluer sa mémoire, c'est un camarade de grande valeur et de grande importance pour nous. Merci. Chers camarades, la période que nous vivons est marquée par la crise systémique du capitalisme qui détermine régression tous azimuts et danger gravissime sur la paix, tandis que les derniers vestiges de la démocratie formelle tombent en miettes. Je ne détaillerai pas les attaques Macron qui prolongent celles des 30 ou 40 années précédentes et qui programment d'achever la destruction du système social français et de finir de dissoudre la nation populaire au sein d'un empire européen. Face à cette situation, les luttes sociales ont été très importantes durant le printemps 2018, mais elles n'ont pas débouché sur une mobilisation générale de nature à s'opposer victorieusement au pouvoir. Entre les organisations jaunes type CFDT, les hésitations de la FSU ou de FO et le pied au milieu du gué de la Confédération CGT, les travailleurs n'ont notamment pas réussi à prendre en marche le train de la lutte admirable des cheminots et le gouvernement a réussi à faire passer ses projets écrits par le MEDEF et l'Union européenne. Alors, où en est-on aujourd'hui et quelles sont les perspectives pour le mouvement populaire, syndical et politique? Un constat d'abord. Entre l'impopularité insondable du pouvoir et les très nombreuses luttes dans les entreprises, Macron n'a pas réussi à briser la résistance populaire comme Thatcher avait su le faire en mettant à genoux les mineurs anglais. Mieux, un certain nombre d'éléments positifs issus des bases syndicales montrent que la combativité pourrait prendre une ampleur encore plus importante dans la période qui vient. Mais cela suppose une intervention consciente et cohérente des militants syndicaux et politiques de classe sur au moins 3 points. Le premier point est celui de l'indépendance syndicale et du rapport entre syndicalisme et politique, pour reprendre les termes du débat d'aujourd'hui. Cela faisait des années qu'au nom de l'indépendance, les principales organisations syndicales de notre pays revendiquaient une frontière parfaitement étanche entre syndicalisme et politique, tout en cultivant d'ailleurs les rapports étroits à tout niveau avec les instances et les partis politiques dominants. Mais, contre ce chacun chez soi défendu très récemment encore, notamment par Maëlie Berger et même Martinez, et face au pouvoir de guerre sociale de Macron, la nécessité d'opposer un front uni des progressistes et des démocrates s'est imposée sous l'impulsion des bases les plus combatives, comme l'UDCGT des Bouches-du-Rhône, et a débouché sur plusieurs manifestations unitaires inédites depuis des années, à Marseille d'abord le 14 avril, puis le 5 mai à Paris et le 26 mai dans tout le pays. Bien entendu, cela n'a pas suffi à faire plier le pouvoir, car la clé de tout mouvement populaire victorieux est bien le blocage des profits capitalistes. Mais il est encourageant que le cloisonnement entre le syndical et le politique, hypocritement martelé par les réformistes intégrés au pouvoir et à ses institutions, ait désormais du plomb dans l'aile. Car de fait, ni le politique ni le syndical ne détiennent seuls la clé des victoires populaires, et aucun des deux ne l'a jamais emporté seul dans l'histoire de notre pays. Au contraire, toutes les grandes avancées de notre classe, 36, 45, etc., ont été arrachées à l'époque où le syndicalisme de classe CGT et les militants ouvriers de classe, alors principalement regroupés dans le PCF, portaient ensemble les revendications de l'ensemble de la classe. C'est cette démarche qu'explicitait d'ailleurs les statuts de la CGT de 1936, intégrés au statut actuel. Je cite: « Le mouvement syndical se réserve le droit de répondre aux appels qui lui seraient adressés par d'autres groupements en vue d'une action déterminée. Il se réserve également le droit de prendre l'initiative de ces collaborations momentanées, estimant que sa neutralité à l'égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques, ou comme les réformes en vigueur ou à conquérir. » Alors oui, camarades, l'indépendance syndicale est indispensable, mais c'est bien par rapport au patronat,
par rapport aux gouvernements successifs, à l'Union européenne et à sa courroie de transmission syndicale, la Confédération européenne des syndicats. C'est bien par rapport à tout cela qu'il faut la reconquérir, et non en opposant les militants syndicaux, politiques et associatifs de la classe laborieuse, qui doivent au contraire unir leurs efforts pour contribuer à bâtir une alternative populaire face au bloc agressif du MEDEF, de l'UE et du gouvernement. Il faut d'ailleurs souligner que cette défense de l'indépendance syndicale est étroitement liée dans notre histoire à celle de la défense par les travailleurs de l'indépendance nationale, ce qui nous amène au deuxième point que je vais aborder, la question de l'Union européenne et de la nation. C'étaient en effet les mêmes hier qui, avec Jouot, Maire, Bergeron et autres notas, subordonnaient le syndicalisme au gouvernement socio-démocrate, voire à la CIA qui participa à la scission de la CGT en 1948, et qui soutenait du même coup et en même temps la construction européenne et la Confédération européenne des syndicats, créée et financée par l'Union européenne. A l'inverse, ce sont des militants comme Semar, Timbaud, Frachon, Krasuki, qui tout à la fois veillèrent sur l'indépendance de la CGT par rapport au patronat et au gouvernement bourgeois, qui se battirent dans la résistance pour libérer notre pays, qui combattirent ensuite aux côtés du PCF la construction européenne, et qui défendirent donc tout à la fois les conquêtes populaires, l'indépendance nationale et l'internationalisme. On ne peut pas défendre les travailleurs et accompagner les projets des brigands capitalistes. Et aujourd'hui comme hier, comment défendre le produire en France, le pouvoir d'achat, les services publics, les statuts nationaux, les conventions collectives, l'EDF ou la Sécu issue du CNR? Comment défendre la paix sans s'attaquer à l'Union européenne, cette prison des peuples antisociale et démocratique, sans s'attaquer à l'euro, cette austérité faite monnaie continentale, ou encore sans s'attaquer à l'OTAN, cette machine à guerre impérialiste? Or, les directions syndicales ménagent en permanence l'Union européenne du capital en jouant de la diversion sur les thèmes mystificateurs de l'Europe sociale ou des services publics européens, slogans qui servent à la fois à liquider les acquis sociaux de chaque pays au nom de progrès européens qui n'arrivent jamais et qui servent aussi à légitimer l'UE et la mise en place de l'État supranational européen. La classe ouvrière et le monde du travail ne pourront se remettre au cœur de la vie nationale, c'était un des thèmes du CNR, que si leurs organisations politiques et syndicales, politiques et syndicales refusent elles-mêmes de défendre la nation travailleuse broyée par la construction européenne. Au moment même où Macron et l'Union européenne envisagent le saut fédéral européen et l'armée européenne, les syndicalistes de lutte doivent bien renouer avec le combat de la grande CGT en s'engageant à nouveau pour sortir la France du broyeur capitaliste que sont l'Union européenne et l'OTAN. Dessiner cette perspective de campagne suppose bien sûr de s'inscrire dans le calendrier des luttes, mais aussi dans celui des congrès syndicaux qui s'annoncent, dernier point que je vais aborder. Après le congrès houleux de FO et avant celui de la FSU, le congrès de la CGT de mai 2019 va bien sûr être l'élément décisif de la période à venir, et la lutte ouverte entre révolutionnaires et réformistes y a déjà commencé. Du côté des réformistes, qui ont toujours de l'influence à Montreuil, il s'agit de parachever l'évolution de la période Vianney-Thibault-Le Pen et de finir d'arrimer la grande CGT à la CFDT et à la CES au nom du syndicalisme rassemblé. Les travailleurs, eux, n'ont bien évidemment pas besoin d'une CFDT bis, la première remplit déjà parfaitement son office de trahison perpétuelle des luttes et des intérêts du monde du travail. Quant à la CGT, cela ne pourrait signifier que sa mort à court terme, car le maintien d'un syndicat se délestant de tout ce qui a fait son identité de classe et de masse serait privé de tout sens et de toute lisibilité pour les travailleurs. Du côté des révolutionnaires, on observe avec intérêt depuis des mois un mouvement de questionnement critique quant à la Confédération européenne des syndicats et un mouvement d'adhésion de syndicats d'UD et de FEDE à la Fédération syndicale mondiale qui peut fournir une base de regroupement des forces de classe de notre pays. Dans le même temps, une vingtaine d'organisations CGT du Nord-Pas-de-Calais ont récemment lancé un appel à préparer le congrès de manière unitaire pour remettre la CGT sur des bases de classe et de masse. Des UD influentes ont pris position dans le même sens. Et les récentes interventions de notre camarade Jean-Pierre Page, ancien secrétaire de l'UD-CGT 94 et ancien responsable international de la Confédération, à l'image de son livre paru aux éditions Delga, sont de nature à favoriser et à clarifier le nécessaire débat sur l'orientation de la CGT. Ainsi, le combat mené depuis des années par des militants syndicaux et leurs organisations de base ou encore par le Front syndical de classe
peut déboucher sur une lutte ouverte dans la CGT entre tenants de la collaboration de classe et militants fidèles aux fondamentaux de la grande dame, lutte indispensable pour séparer les rouges des jaunes, le plus souvent déguisés en rose. Ce qui pourrait aussi poser la perspective dynamique d'une réunification syndicale dans une grande CGT de classe et de masse, permettant de mener à nouveau le camp des travailleurs à la victoire. Pour ce faire, les syndicalistes de classe auraient grand avantage à se rencontrer pour élaborer une plateforme revendicative nationale de lutte, un plan de lutte commun pour briser la machine euro-macroniste et partir à la contre-offensive. Il sera en tout état de cause difficile de construire le tous ensemble en même temps des travailleurs si l'on ne forme pas un front commun des syndicalistes de combat disputant le terrain aux états-majors défaitistes qui envoient les luttes dans le mur les unes après les autres. Dans les mois qui viennent, et je conclurai là, Fadi, le FSC, le Front syndical de classe, jettera ses forces dans la bataille du syndicalisme de classe et de masse afin que celui-ci puisse contribuer non seulement à une résistance coordonnée et cohérente du monde du travail, un tous ensemble en même temps tellement nécessaire, mais aussi à bâtir une alternative populaire contre le pouvoir des capitalistes. Cela suppose de cibler les origines patronales de toutes les contre-réformes, ainsi que la construction européenne qui orchestre la casse à l'échelle du continent, sans omettre bien sûr de défendre l'internationalisme et de mettre en question les guerres impérialistes de l'OTAN, tout comme la ruineuse course au surarmement. Le tout afin de soutenir enfin les luttes, par l'espoir d'un changement de société et par la perspective du pouvoir des travailleurs et d'une France débarrassée de l'exploitation capitaliste. Merci de votre écoute.